Je disais donc merci Cécile. Donc, on ne pourrait pas commencer cette soirée sans aborder l'aspect impôt sur les sociétés. Et donc, vous savez très bien que les mesures donc relatives à la baisse de l'impôt sur les sociétés avaient été donc a débuté donc pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et donc qui s'étale jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, par conséquent, donc, vous avez vu, donc, il y a une baisse progressive, donc, qui s'était amorcée, donc, et aujourd'hui, donc, pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2021, donc, on est passé à un taux d'impôt sur les sociétés à 26,5% pour les entreprises, donc, pour les PME dites européens. C'est quoi ces PME dites européens? Donc, ce sont des PME qui embauchent moins de 250 personnes, avec un chiffre d'affaires donc de 50 millions et un total bilan de 43 millions. Et donc, en dehors de cet élément-là, donc on a aussi le taux réduit qui concerne les entreprises donc, qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros. Et cumulativement à cette condition-là, donc le capital doit être entièrement libéré et détenu à au moins 75% par les personnes physiques. Je pense que par rapport à la loi de finances, donc voilà le point le plus important qu'on pouvait aborder par rapport à la baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Je repasse la parole à Olivier pour la suite. Alors, deuxième point important pris par la loi de finances 2022, dans son article 15, concerne ce qu'on appelle le bénéfice d'imputation concernant le carry-back. Alors, qu'est-ce que c'est que le carry-back? Quand une entreprise fait un déficit, elle a deux possibilités. Donc, il y a une première possibilité que tout le monde va comprendre, je pense, c'est la possibilité de reporter ce déficit en avant. C'est-à-dire que si vous faites un déficit en 2021, à ce moment-là, il va se reporter sur des bénéfices futurs 2022, 23, 24, 25. Ça, c'est ce qu'on appelle le report en avant. Maintenant, il y a une deuxième possibilité. Quand vous faites un déficit, admettons que vous avez fait un déficit en 2021 et que vous aviez fait un bénéfice en 2020. Ça peut arriver, malgré le Covid, mais effectivement, vous avez pu faire un bénéfice en 2020. Donc, vous avez une possibilité d'imputer ce déficit sur le bénéfice 2020, limité à 1 million d'euros, et donc à ce moment-là, ce déficit, vous allez avoir une créance utilisable pendant 5 ans, donc une créance sur l'État, jusqu'en 2026, donc cette créance, vous pouvez l'imputer sur des bénéfices futurs jusqu'en 2026. Il y avait une disposition d'ailleurs en 2020, spéciale Covid, où ce carry-back pouvait être remboursée en trésorerie par le Trésor public. Bon, elle a disparu en 2000 à partir de maintenant. Donc maintenant, elle revient, je dirais, à l'origine, où ce carry-back, on le garde pendant 5 ans, et il peut être imputé pendant donc 5 exercices sur des bénéfices futurs. Donc ça, la loi de finances ne change pas, je dirais, la méthode. Par contre, il change une chose, c'est sur le bénéfice d'imputation. Les bénéfices d'imputation, il va se minorer des distributions prélevées sur ces bénéfices et il va exclure du bénéfice exonéré en application de certaines dispositions qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédit d'impôt. Donc ça ne change pas par rapport à l'année dernière. Mais par contre, ils ont rajouté des réductions d'impôts aussi dans la loi de finances de 2022. Donc toutes ces exclusions faites traduisent la volonté du législateur de limiter en fait les cumuls d'avantages fiscaux à raison d'une même fraction de bénéfice. Donc c'est ça en fait, je dirais, l'origine de l'article 69 de la loi de finances 2022 qui est venu un petit peu corriger le bénéfice d'imputation en cas de carry-back. Donc voilà pour le carry-back. Deuxième disposition, donc c'est le slide d'après, s'il vous plaît, c'est concernant le crédit d'impôt collaboration et de recherche. Donc là, la loi de finances a aménagé le crédit d'impôt à compter de 2022 concernant le crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, en fait, se calculait avec des dépenses exposées à l'occasion d'opérations de recherche scientifique et technique, et vous aviez un taux appliqué sur ces dépenses de 30% pour la fraction des dépenses exposées dans la limite de 100 millions d'euros, et 5% pour la fraction supérieure.
Donc, en fait, la loi de finances 2022 n'est venue que corriger ce qu'avait fait la loi de finances précédente, c'est-à-dire celle de 2021. C'est-à-dire que la loi de finances 2021 avait supprimé le doublement d'assiette du crédit d'impôt recherche pour toutes les dépenses que vous faisiez, pour les dépenses externalisées vers des organismes publics. Donc, bien sûr, quand la loi de finances a voté ça en 2021, ben, les entreprises, en fait, n'ont plus utilisé ce système et les organismes, tous les organismes publics ont vu leurs recettes diminuer. Donc, pour un peu corriger le tir, ils ont remis, en fait, un autre dispositif qu'on appelle le crédit d'impôt collaboration. Donc, c'est juste dans le slide d'après, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si on peut passer au slide d'après. Merci beaucoup. Donc, ces dépenses dans son article 69, ce sont toutes les dépenses de recherche et développement confiées à des organismes de recherche et de diffusion de connaissances qui sont agréés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui sont faites dans le cadre d'une collaboration effective de recherche, comme par exemple des portages communs de projets de recherche par l'entreprise ou un ou plusieurs organismes de recherche reposant sur un partage de risques et des résultats. Le taux du crédit d'impôt collaboration, c'est 50% pour les PME et 40% pour les entreprises, ETI, grandes entreprises. Et le plafond des dépenses éligibles, c'est 6 millions d'euros. Alors, il ne se cumule pas avec le crédit d'impôt recherche, c'est un autre crédit d'impôt, et l'excédent de crédit d'impôt constitue une créance qui est immédiatement remboursable pour certaines entreprises, comme les PME notamment. Donc, ce dispositif de crédit d'impôt collaboration est effectué pour les dépenses qui sont facturées au titre des contrats de collaboration qui vont être conclus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Voilà pour le crédit d'impôt collaboration et de recherche. Et donc, en ce qui concerne les exonérations de l'impôt sur les sociétés aussi, donc ces entreprises peuvent aussi bénéficier d'une exonération de l'impôt sur les sociétés pendant 5 ans. Et au-delà, donc, à partir de la 6e année, donc, ce sont des baisses dégressifs. On a aussi donc des zones de bassins urbains à dynamiser. Donc, et quelles sont les entreprises? Donc, ces zones d'aide, au fait, ont des finalités régionales qui permettent ce sont des zones au fait qui ont été instaurées par l'Union européenne, donc en ce qui concerne les AF. Donc, excusez-moi, donc qui concerne les zones au fait avec des retards qui ont des retards en fait de développement. Ces zones sont fixées, donc ont pour finalité sont fixées par décret en fonction des régions. Donc, avec des exonérations de l'impôt sur les sociétés pendant 2 ans et tout ce qui est impôt sur les revenus aussi pour la même durée. Et partiellement à partir des 3 années suivantes. Et ensuite, concerne les autres zones, en fait, tout ce qui est FU et les AF, donc les aides concernent essentiellement donc, les réductions des cotisations foncières des entreprises, ainsi que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus. Donc, ce sont des éléments en fait qui sont très importants, donc qui sont assez larges, donc et pour pouvoir éventuellement aborder, on ne peut pas l'aborder ce soir parce que compte tenu du temps qui nous est réservé. Mais sinon, si vous avez vraiment des questions sur ces éléments-là, nous sommes à votre disposition pour pouvoir apporter des réponses à vos questions. Merci. Autre dispositif de la loi de finances 2022, dans son article 19, le doublement du crédit d'impôt pour la formation dirigeante des TPE. Alors jusqu'à présent, il existait un crédit d'impôt qui était égal au nombre d'heures de formation, qui était limité à 40 heures, fois le taux horaire du SMIC, donc qui représentait à peu près 450 €, à peu près, jusqu'à l'année dernière. Pour 2022, eh bien, ce plafond a été doublé. Donc, ça permet aux chefs d'entreprise de bénéficier de 40 heures de formation, multiplié par 2, donc on arrive quand même à 850 €. Et donc, les TPE concernés ont certains seuils, avec un chiffre d'affaires au total bilan supérieur à 2 millions d'euros, un effectif inférieur à 10. Et ce sont toutes les heures de formation effectuées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Donc,
Le dispositif dont la fin est prévue le 31 décembre 2022, pour l'instant n'a pas été prorogé, mais je pense qu'il va être prorogé. Donc ce dispositif est intéressant parce que de grands chantiers s'ouvrent en fait à nous, compte tenu pour les chefs d'entreprise, notamment tout ce qui est facturation électronique, ce qui permet effectivement de bénéficier d'un crédit d'impôt sur toutes les heures de formation qu'on pourrait avoir liées à la mise en place de toute la facturation électronique sur 2022 et 2023. Voilà, pour le crédit d'impôt pour la formation dirigeant. Voilà, donc merci à tous les deux. Donc là, on va continuer effectivement la loi de finances sur les entreprises et on va enchaîner maintenant sur des mesures qui concernent, après l'impôt, qui concernent la TVA. Et donc, je vais vous présenter trois mesures qui sont issues de la loi de finances. Alors, non, plus exactement, 2 mesures qui sont issues de la loi de finances 2022 et une mesure qui rentre en application au 1er janvier 2022, mais qui était présente dans une précédente loi de finances, celle de 2020. Donc, on a tout d'abord un changement qui va concerner la TVA sur les livraisons de biens. Donc, en quoi consiste ce changement? On a la règle d'exigibilité de la TVA. Donc, on se le rappelle, des règles différentes selon qu'on se situe sur des ventes de biens ou sur des prestations de services. Donc là, que change la loi de finances 2022? Le changement porte sur les ventes de biens. Donc, l'exigibilité de la TVA sur les ventes de biens intervient au moment de la réalisation de l'opération, c'est-à-dire au moment de la livraison. Donc, ça, c'était la règle qui est toujours applicable. Le changement intervient sur les acomptes, puisque à compter du 1er janvier 2023, lorsque l'on vend un bien et qu'on est amené à facturer un acompte sur cette vente de biens, et bien là, l'exigibilité de la TVA n'interviendra plus lorsque la livraison du bien, mais bien au moment de l'encaissement de l'acompte. On vous a rappelé la règle d'exigibilité concernant les prestations de services. Là, pas de changement amené par la loi de finances. On reste sur les mêmes règles d'exigibilité, c'est-à-dire que la TVA devient exigible lorsqu'on encaisse le prix ou s'il y a eu facturation d'acompte lors de l'encaissement de l'acompte. Évidemment, il y a toujours la possibilité d'opter pour le prestataire sur les débits. Et dans ces cas-là, l'exigibilité de la TVA interviendra au moment de cette inscription de la somme au débit du compte client. Donc, mesure qui est présentée dans la loi de finances 2022, mais dont l'entrée en vigueur n'interviendra qu'au 1er janvier 2023. Donc ça, c'était le premier point concernant la TVA. Le deuxième point concernant la TVA concerne les déclarations d'échange de biens. Jusqu'au 31 décembre 2021, donc la situation que l'on connaissait jusque l'année dernière, c'était qu'on effectuait une déclaration d'échange de biens et cette déclaration d'échange de biens qui était unique comportait à la fois des mesures, enfin des informations qui étaient des données à destination statistique et des données qui étaient à destination fiscale. Donc, changement au 1er janvier 2022, la déclaration d'échange de biens que l'on connaissait disparaît et va se substituer 2 déclarations distinctes. On va avoir une première déclaration qui va être un état fiscal qui va concerner l'état récapitulatif des clients. Donc ça, c'est pour la surveillance des règles de TVA. Et une deuxième déclaration qui est une déclaration d'enquête statistique. Alors, cette enquête statistique, en 2022, toutes les personnes qui étaient concernées par toutes les entreprises qui étaient concernées par les déclarations d'échange de biens ont reçu la déclaration d'enquête statistique à remplir. Donc, pour 2022, pas de changement, c'est-à-dire que si ce n'est qu'il y aura 2 déclarations à faire au lieu d'une, l'état récapitulatif des clients à destination fiscale et la déclaration d'enquête statistique.
Petit rappel, puisque ça, c'est pas nouveau, mais c'est quand même important de le rappeler, c'est que le défaut d'établissement de la déclaration d'échange de biens peut avoir des conséquences très importantes, puisque l'établissement de la déclaration d'échange de biens est une condition à l'exonération de TVA des livraisons intracommunautaires de biens. Donc, si on oublie, si cette déclaration n'est pas effectuée, pas d'exonération de TVA sur la livraison intracommunautaire. Troisième point, donc là, qui concerne la TVA, et donc là, on vous a rappelé donc l'article de la loi de finances, donc c'était l'article de la loi de l'année dernière, loi de finances, mais qui trouve à s'appliquer au 1er janvier 2022. Donc, notre régime antérieur, quel était-il? Donc, on avait le principe où la TVA était payée auprès des douanes. C'est-à-dire qu'au moment du dédouanement, l'entreprise devait payer la TVA sur ses importations. Il y avait une possibilité d'opter, à condition de respecter toutes les conditions, au mécanisme de l'auto-liquidation de la TVA à l'importation sur la déclaration de TVA. Donc, le principal intérêt de cette option, c'était de faire économiser en trésorerie cette TVA, puisque l'entreprise qui optait n'avait plus, donc faisait l'auto-liquidation de la TVA, il n'avait plus donc la TVA à décaisser. Donc, changement de régime au 1er janvier 2022, puisque l'auto-liquidation de la TVA à l'importation devient la règle de droit, donc s'applique à tous les redevables qui réalisent des importations en France. Alors, pour les entreprises qui souhaitent réaliser des opérations d'importation en France, en revanche, elles vont maintenant devoir veiller à disposer d'un numéro de TVA intracommunautaire français, puisque les assujettis qui ne sont pas établis dans l'Union européenne, ils devront désigner préalablement donc un représentant fiscal français, et c'est ce dernier qui effectuera donc la demande d'immatriculation à la TVA à leur nom. Et autre condition également, il faut être soumis au régime réel normal d'imposition aux fins de la TVA, alors avec un dépôt soit mensuel ou trimestriel. Et donc les assujettis qui bénéficient actuellement du régime simplifié d'imposition devront opter pour le réel normal s'ils bénéficient, donc ont dû opter, puisque la date limite, c'était le 1er janvier 2022. Donc ça, c'était les 3 points que l'on souhaitait vous présenter concernant la TVA. Il nous a quand même semblé important de revenir sur tous les dispositifs, parce que ce sont quand même des dispositifs qui sont complexes. Donc de revenir sur tous les dispositifs d'aide Covid et donc dont peuvent bénéficier les entreprises et ce dispositif. Donc c'est Pascal Leroy, Monsieur Pascal Leroy, donc qui va nous les présenter. Alors les aides Covid, écoutez, il y a beaucoup d'écrits depuis 2 ans sur les aides. Ça n'a pas été un sujet très simple. Moi qui suis une personne de terrain, j'ai été énormément contacté par mes clients sur les différentes aides qui pouvaient exister. Alors on a bien maîtrisé la première aide, la principale, qui était le fonds de solidarité. On a eu bien sûr entre-temps le PGE. Et puis, depuis quelques temps, depuis novembre, là, il y a un panel d'aides qui est tombé et qu'il va falloir quand même qu'on maîtrise pour pouvoir répondre à nos clients pour les aider. Alors, sachez quand même que c'est énorme, puisque j'ai compté, il y avait à peu près on parle de 39 milliards au niveau des aides, on parle de 2 millions d'entreprises concernées, on parle de 11 millions de dossiers concernant les aides depuis 2 ans. Donc voilà, ça fait quand même un panel de boulot, des tâches à gérer par rapport à tout ça. Alors, une des aides qui est apparue par un décret de novembre 2021, c'est l'aide au coût fixe au rebond. Globalement, on peut faire simple, on pourrait dire que suite à la fin du fonds de solidarité en septembre, est apparue cette aide-là, l'aide au coût fixe au rebond, qui était éligible, ça reste toujours dans le même panel des conditions. Les entreprises, il fallait bien sûr qu'elles soient créées avant 2019, mais ça, vous le retrouverez un petit peu dans toutes les aides. Bien sûr, il faut avoir une perte au moins de 50% du chiffre d'affaires. C'est là où pour nous, ça se complique, parce qu'en fonction des différents types d'aides, ça va être des montants ou des pourcentages différents. Donc, il faut se positionner sur chaque aide. Il faut regarder sur chaque secteur d'activité si l'entreprise est concernée ou pas. Et puis, déterminer après ce montant d'aide, ça va être comment sont les modalités de calcul
c'est un montant en fonction pas de l'EBE, mais on va dire plutôt du l'EBE négatif, si on peut faire simple, puisqu'on parle de 70% de l'opposé mathématique de l'EBE constaté. Donc, on va poser X qui est l'inconnu, puis on va calculer tout ça, mais en fin de compte, ce sont vos produits d'exploitation, moins vos charges d'exploitation. Vous allez avoir, entre guillemets, un EBE négatif, et en fonction de votre structure, vous pouvez avoir soit 70%, soit 90% de ce montant négatif en termes d'aide, en sachant que les 90%, il faut être une entreprise de moins de 50 salariés pour pouvoir le faire. Alors, bien sûr, vous avez des conditions de forme. Il va falloir monter un dossier et puis il y aura besoin d'une attestation d'un expert comptable. Attention, cette aide-là, elle est encore active. Elle se terminera le 31 janvier 2022. On sera attentif pour la suite, mais je pense encore si elle est toujours d'actualité. Donc, si les entreprises peuvent être concernées, il faut regarder de plus près si l'aide au coût fixe rebond peut être appliquée pour cette entreprise. Le système coup de fil qui a été indiqué en dessous, c'est simplement, globalement, si votre dossier est bien ficelé, globalement, si l'aide est inférieure à 30 000 euros, globalement, vous avez une accélération et un engagement à peu près d'un paiement de l'aide sous une vingtaine de jours pour aider vraiment les entreprises, puisque les aides, bien sûr, c'est la finalité, c'est de pouvoir aider les entreprises. La deuxième aide qui est toujours d'actualité et qui est à demander, attention, jusqu'au 28 février 2022, donc ça va vite, surtout que nous, au niveau cabinet, si on est sollicité, c'est une période où on n'est quand même pas trop mal occupé. C'est ce qu'on appelle les aides au loyer. Pour faire simple aussi, c'est plutôt les aides sur lesquelles les entreprises qui n'ont pas forcément bénéficié des aides coûts fixes ou du fonds de solidarité, et qui ont quand même, entre guillemets, été en difficulté, peuvent solliciter cette aide au loyer. Elle est déterminée globalement, ce sont vos loyers et vos charges que vous auriez payées de février à mai. Donc, ça ne se calcule pas en cumulé, c'est un calcul qui est mensuel. Globalement, si vous rentrez dans le champ, on vous rembourse vos loyers et vos charges de loyer, bien entendu, pour ces périodes-là. Et on peut aussi proratiser, sachez-le, les charges qui sont annuelles en fonction du prorata. Par exemple, si vous devez payer une partie de la taxe foncière en termes de charges, si votre bailleur vous la refacture, elle peut être proratisée et rentrer dans le calcul du champ. Bien sûr, on retrouve toujours les mêmes conditions. Une activité, au niveau de l'activité, il faut vérifier si on rentre dedans, mais il faut qu'on ait été avoir les fermetures, qu'on s'occupe de certains secteurs. Ça, bien sûr, ça reste toujours d'activité. N'ayant pas fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture pour non-respect des mesures Covid, ayant été créé, bien entendu, là, avant le 31 janvier 2021, n'étant pas en liquidation, bien entendu, au premier jour qu'on va considérer, et répondant à des conditions particulières selon qu'ils remplissent ou non la condition de chiffre d'affaires de référence fixée dans le cas de l'aide au coût fixe. Donc, ça, je pourrais après, bien entendu, répondre, mais il faut reprendre un petit peu toutes les conditions de mise en place, à la fois de chiffre d'affaires et autres. L'aide, c'est ce que je vous ai dit, les loyers plus les charges. La période, c'est de février à mai et c'est éligible jusqu'au 28 février 2022, donc il ne faut pas trop traîner pour le faire. L'aide fermeture, pour faire simple, c'est ceux qui n'auraient pas forcément bénéficié de l'aide coût fixe. Vous avez un petit morceau d'aide qui peut vous être attribué en plus. Par contre, les conditions d'attribution sont un petit peu plus difficiles à obtenir. Et globalement, elle se détermine toujours sur le calcul de l'EBE, c'est-à-dire votre résultat d'exploitation négatif, bien entendu. Ce n'est pas un excédent, mais plutôt une insuffisance. Et elle est toujours sur une période d'éligibilité là du 1er janvier au 31 août. Et la demande est à faire, bien entendu, jusqu'au 28 février 2022. Donc là, c'est toujours d'actualité, c'est toujours en place. Donc, comme vous le voyez, après, les autres aides commencent à se terminer. Ce n'est pas un cap là sur un long terme, mais il faut rester attentif parce qu'il y a des choses qui tombent et qui reviennent de manière récurrente. Et ce qui était vrai pour le mois de décembre, voire de janvier, certaines aides pourraient être reconduites pour février. On reste toujours très à l'écoute de tout ce qui peut sortir. Et celle-ci, l'aide à la fermeture, voilà, c'est un complément qui peut être, si vous avez obtenu des aides sur les coûts fixes, vous pouvez aussi obtenir un morceau sur les aides fermeture. Alors, l'aide renfort, qui est éligible, ce sont toujours les entreprises. Alors oui, l'aide renfort, pour tout vous dire, avant de vous relire toutes les conditions, c'est simplement pour les entreprises qui accueillent, si je ne me trompe pas, c'est pour ceux qui ont des… Voilà, c'est ces entreprises qui reçoivent du public. Principalement, elle a été créée que pour le mois de décembre, que pour une certaine catégorie de clients. C'est suite un petit peu à…
certaines médiatisations, certaines demandes à certains syndicats qui vont peut-être pousser un peu la voix, mais c'est surtout pour tous ceux qui, un petit peu les discothèques, les bars, restaurants avec piste de danse, tous ceux qui accueillent du public à ce niveau-là, voilà, il y a un coup de pouce qui est fait, un renfort qui est fait ici. Elle est valable pour le mois de décembre, avec toujours les mêmes conditions pour être éligible. Les modalités de calcul, c'est toujours sur un morceau de BE. Au niveau de vos charges, enfin pas le BE, c'est plutôt là vos charges, une partie de vos charges sur laquelle un morceau vous est remboursé et elle est toujours valable là. Alors les décrets, je crois, c'est celui où tout n'est pas forcément, si ça y est, c'est en vigueur du 6 janvier au 6 mars 2022. Donc là, l'aide renfort, si vous avez des discothèques, si vous avez des boîtes de nuit, si vous avez des bars-restaurants avec piste de danse, il faut vous poser la question, il faut regarder si vous rentrez dans ce champ ou si vous n'y êtes pas du tout. Il sera toujours demandé un dossier, des documents et toujours souvent une attestation d'expert comptable. Ça, dans tous les types d'aides, sachez-le, c'est toujours d'actualité. Après l'aide, voilà, on a parlé l'aide fonds de solidarité, aide coup de fils. Qu'est-ce qui est toujours en place? Le fonds de solidarité, c'est fini depuis le 30 septembre, comme je vous l'ai évoqué, en tout cas sur le territoire métropolitain. Elle est toujours maintenue encore pour le mois d'octobre, donc c'est toujours d'actualité. Si le dossier n'a pas été fait, vous avez jusqu'au 31 janvier pour faire la demande au niveau des territoires d'outre-mer. Et puis, certaines entreprises peuvent également bénéficier d'une aide complémentaire, mais ça, il faut se positionner et regarder de manière un petit peu plus précise pour tout ce qui est département d'outre-mer. Ce qui n'est pas reconduit sur octobre 2021, c'est les aides coûts fixes, comme je vous l'ai dit. Par contre, vous avez encore peut-être la possibilité, dans certains cas, de pouvoir en faire la demande. En conclusion, puisque je termine là pour les aides, vous voyez que il y en a toujours qui sont d'actualité, mais qu'il faut réagir assez vite sur certaines janvier, d'autres février, voire d'autres mars. Les grosses aides liées au fonds de solidarité, eux, n'existent, on n'est plus d'actualité maintenant. Mais il faut rester vigilant parce que depuis la création, depuis 2 ans, on va dire, depuis mars 2020, le nombre d'aides, vous avez les aides pour remontée mécanique, les aides sur stock, les aides fermeture, les aides coûts fixes, les aides, voilà, il y a toute une ribambelle d'aides. Il faut vraiment à chaque fois prendre le texte par le début jusqu'à la fin, bien vérifier les conditions d'application pour vérifier si dans vos clients, vous avez un client qui peut être concerné par cette aide. Et puis voilà, j'ai terminé. Donc, merci. Merci Pascal donc d'avoir refait ce panorama donc des différentes aides. Je pense que c'était vraiment indispensable de venir à nouveau nous préciser ces différents dispositifs. Donc maintenant on va attaquer donc un autre plan de la loi de finances, puisque donc dans cette loi de finances il y a effectivement une série de mesures qui concernent les indépendants. Et donc là, on va donner la parole donc à Azilise Godivit, donc qui se situe sur le site de Levallois. Donc Azilise, c'est à toi. Le gouvernement poursuit donc son action en faveur des 2,9 millions d'indépendants et déploie un plan qui est articulé autour de 5 piliers. L'un étant celui de favoriser la transmission des entreprises, puisqu'on sait qu'en France, tous les ans, il y a énormément d'entreprises qui ferment et sans qu'il y ait de repreneurs. Donc, le but est d'essayer de freiner cette tendance et de faire qu'il y ait des transmissions. Donc, y contribue l'amortissement du fonds commercial, qui est la mesure numéro 12 de ce plan indépendant. Donc, l'amortissement du fonds commerce, c'est l'alignement de la fiscalité sur la comptabilité. Il faut savoir que les amortissements comptabilisés pour les fonds commerciaux acquis, donc ça ne concerne pas les fonds créés, c'est un point important, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, sont déductibles du résultat imposable. Il s'agit donc d'un régime temporaire, donc le régime habituel reste toujours inscrit dans la loi. Cette mesure s'applique aux entreprises qui sont soumises à l'IS ou qui relèvent des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux au régime réel et qui sont tenus au respect du plan comptable général, ce qui veut dire qu'elle ne s'applique pas, par exemple, aux artisans qui ne sont pas soumis à ce plan comptable, ni aux entreprises qui relèvent des bénéfices non commerciaux, les BNC.
Un des dispositifs spécifiques est prévu pour permettre l'articulation entre amortissement et provision pour dépréciation d'un fonds commercial. Il est à noter qu'en dehors de cette période, le principe de non-déductibilité de l'amortissement du fonds commercial reste inscrit dans la loi. Il est important aussi de ne pas confondre le fonds commercial avec le fonds de commerce. C'est une des composantes, mais ce n'est pas la totalité. Donc, cette mesure est intéressante dans la mesure où elle permet de réduire le coût de la reprise d'une entreprise et de rendre les opérations de rachat de fonds commerciaux existants plus attractifs pour les entrepreneurs, puisqu'ils s'acquitteront de l'impôt sur une base fiscale qui sera plus faible que s'il n'y avait pas ce régime dérogatoire. On peut passer au slide suivant. L'abattement pour départ en retraite, donc qui est la mesure 14 de ce plan, et qui est dans l'article 19 de la loi. Donc l'aménagement de l'abattement départ en retraite pour les entreprises qui relèvent de l'impôt revenu, donc c'est-à-dire les entreprises individuelles. Donc le délai de 2 ans habituel est porté à 3 ans. Il faut respecter des conditions donc, qui concernent les dirigeants qui ont fait valoir leur droit à la retraite au départ en retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, donc c'est-à-dire en 2019, 2020 et 2021. Et il faut que ce départ en retraite, évidemment, précède la cession. Les plus-values de cession, donc toujours dans l'article 19 de la loi de finances, pour les entreprises, les petites entreprises qui sont soumises à l'impôt société. Donc, on voit qu'il y a une partie pour les entreprises soumises pour revenu lot à l'impôt société, ce qui permet de ratisser assez large au niveau des petites structures qui constituent l'essentiel du tissu économique français. Donc, le dispositif également est prolongé de 2 ans. Et ce qui permet une application jusqu'aux cessions qui sont réalisées jusqu'au fin décembre 2024. Donc, le délai de 2 ans est porté à 3 ans pour les dirigeants qui ont fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Et si ce départ en retraite précède la cession, c'est les mêmes conditions que pour l'impôt société. Enfin, la mesure qui est la mesure numéro 15 sur les cessions d'entreprises individuelles, avec une augmentation des plafonds d'exonération des plus-values. Donc, on voit que les plafonds qui sont prévus à l'article 238 du 46 du CGI sont portés de 300 000 à 500 000 pour une exonération totale et de 500 000 à 1 million pour une exonération partielle. Donc, ça permet quand même qu'il y ait beaucoup de PME, de petites structures concernées, parce qu'un million de cessions, c'est quand même un montant par rapport à ce qu'on constate nous sur le terrain, qui est quand même assez élevé dans les petites structures, et 500 000 pour une exonération totale, et il y a pas mal de ventes qui se font dans cette fourchette. La modification des modalités d'application de la valeur des actifs transmis. Donc, les textes visent le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale auxquelles sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant. À quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Donc, ça veut dire que les biens transmis servent d'assiette au droit d'enregistrement. Sont ainsi compris dans la valeur à retenir, entre autres, le stock, mais aussi d'éventuels immeubles transmis. Merci Azilis. Donc, effectivement, donc là, nous allons aller sur le bureau de Longjumeau. Et donc, Juliette Doré va nous présenter donc le IRL et que va devenir le IRL, que prévoit la loi de finances. Donc, Juliette de Longjumeau, Juliette Doré, donc. Alors, l'article 1er du projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante vise à créer un statut unique d'entrepreneur individuel. Donc actuellement, l'entrepreneur individuel, il est normalement soumis à l'impôt sur le revenu et il ne bénéficie pas d'une protection de son patrimoine personnel, sauf en ce qui concerne sa résidence principale. En revanche, il peut choisir le régime de l'EIRL, donc entreprise individuelle à responsabilité limitée, et opter à l'impôt société. Donc avec cette disposition, il pourra opter pour l'assimilation à l'EURL, donc l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, donc en fait c'est une SARL avec un seul associé, sans choisir la forme juridique de l'EIRL qui va disparaître. Donc ça va lui permettre de bénéficier
automatiquement de la protection de ce patrimoine personnel qui sera mis à l'abri grâce au mécanisme du patrimoine d'affectation. Donc, pour rappel, l'entrepreneur individuel, il identifie les éléments professionnels qui l'affectent au patrimoine de son EIRL. Et tous les biens non affectés à ce patrimoine professionnel sont automatiquement protégés des créanciers. Les entrepreneurs exerçant une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles relevant du régime réel d'imposition pourront faire cette option. Donc les modalités de l'option, elles restent à être définies par décret, mais si on reprend ce qui existe actuellement pour le IRL, l'option se fait avant le 3e mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur souhaite cette assimilation. Donc, par exemple, avant le 31 mars 2022 pour l'exercice 2022. La slide suivante. A priori, le fait d'opter pour l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ne met pas fin à la vie de l'entreprise individuelle préexistante. Donc, il ne s'agit pas d'une cession et il n'y a aucune plus-value ou moins-value à constater. Cependant, les biens antérieurement inscrits dans le patrimoine professionnel de l'entreprise individuelle qu'il n'a pas pu affecter ou qu'il décide de ne pas affecter au patrimoine de l'entreprise individuelle reviennent dans son patrimoine privé. Et ce retour au patrimoine privé, lui, génère une taxation des plus ou moins-values latentes selon les règles de droit commun. Donc là, c'est le régime fiscal des particuliers et l'article 151 sexies du CGI, avec des exonérations qu'on retrouve dans les articles 151 septies et 151 septies B du CGI. Notamment, la principale, c'est l'exonération si les recettes annuelles de l'entreprise sont inférieures ou égales à 250 000 € pour un BIC ou 90 000 € pour un BNC. Concernant l'imposition des bénéfices, l'entrepreneur individuel, il a le choix entre une imposition à l'impôt sur le revenu sur ses bénéfices, qu'ils soient BIC, BNC ou BA, ou bien l'imposition à l'IS des bénéfices et en plus de ça, une imposition à l'impôt sur le revenu et puis les cotisations qui seraient assises sur les prélèvements de l'exploitant au titre de rémunération, ou bien ces prélèvements sur le bénéfice, sur la partie qui excède 10% du bénéfice. C'est un peu l'équivalent des dividendes. Et la dernière slide. Si l'option de l'EIRL à l'IS est aujourd'hui irrévocable, l'entreprise individuelle, l'entrepreneur individuel pourra lui révoquer cette option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés au titre duquel s'applique la renonciation à l'option. Alors, évidemment, c'est pas très clair, mais pour faire simple, c'est avant le 28 février 2022 pour l'exercice 2022. Et ça, il doit le faire avant la fin de la 5e année de l'option. En revanche, ce renoncement à l'option, il sera définitif. Donc, ce dispositif devrait s'appliquer dès l'entrée en vigueur de l'article L526-22 du Code de commerce, donc 3 mois après la publication au JO de la loi en faveur de l'activité des indépendants. Merci Juliette donc pour ces précisions donc, sur le sort de l'EIRL et sur les évolutions prévisibles donc, dans les semaines à venir. Donc c'est sûr que c'est un nouveau dispositif. Donc effectivement, si vous êtes intéressé par ce nouveau régime, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc là, on a fait un petit tour d'horizon donc sur les mesures qui concernaient les entreprises. Donc on va clore cette présentation par une séquence sur les mesures qui concernent les particuliers. Et donc là, on va passer donc la parole à Madame Ramatasso. Du coup, je vais poursuivre et donc terminer la présentation sur quelques mesures en fait qui concernent les particuliers. Alors, donc
chaque année, la loi de finances publie le nouveau barème d'impôt sur le revenu. Donc, le nouveau barème, ce sont les différentes tranches d'imposition du coup qui vont permettre à chaque contribuable de payer, enfin de calculer l'impôt sur le revenu qu'il va devoir payer. Donc, cette année, le barème, il est revalorisé à 1,40%. Donc, 1,40%, c'est ce que le gouvernement a prévu en termes d'inflation. Donc, 1,40% pour chaque tranche. Et donc, du coup, le nouveau seuil d'imposition sera de 10 225 € pour l'imposition sur les revenus 2021. Et donc, on a toujours 5 tranches. Ce qui ne change pas aussi, c'est les taux. Donc, ils varient de 0 à 45%. Donc, corrélativement à cette revalorisation du barème, du coup, les taux aussi de prélèvement à la source pour le taux, en ce qui concerne le taux par défaut, va être valorisé aussi au taux de 1,40%. Autre mesure, alors la souscription au capital des PME, alors c'est une mesure c'est un dispositif fiscal, un avantage fiscal qui existe, qui n'est pas du coup créé par la loi de finances pour 2022. C'est un dispositif qui permet aux contribuables qui souscrivent en fait au capital d'une petite ou moyenne entreprise de bénéficier d'une réduction d'impôt. Alors, c'est un dispositif fiscal qui n'est pas sans conditions. Il y a un certain nombre de conditions à respecter, notamment que quand il s'agit d'un particulier, il faut qu'il soit résident fiscal français. Il faut qu'il investisse au capital d'une PME au sens communautaire. Donc, bon, c'est une définition qui est très large, mais les PME au sens communautaire sont des entreprises qui ont moins de 250 salariés et qui comptabilisent moins de 50 millions de chiffre d'affaires ou moins de 43 millions de total bilan. Donc, la souscription au capital de PME peut être faite soit au moment de la constitution, de la création de la société, ça peut être fait aussi au moment d'une augmentation de capital. Pour toute souscription au capital d'une PME, le contribuable doit s'engager à conserver les titres pendant 5 ans. Alors, le taux de la réduction d'impôt, le taux normal, en fait, c'est de 18%. C'est un taux qui s'applique donc du coup sur le montant de versement qui est plafonné à 50 000 € quand il s'agit d'une personne seule ou 100 000 € quand il s'agit d'un couple. Et ce taux de 18%, chaque année, la loi de finances, elle propose en fait, elle vote le rehaussement du taux de 18% à 25%. Et ce rehaussement, habituellement, quand il est voté par la loi de finances, comme c'est une aide de l'État, il faut que ce rehaussement soit validé par la Commission européenne. Et le problème, souvent, c'est que la Commission européenne tarde à donner une réponse favorable. Et donc, du coup, ce rehaussement d'impôt ne s'applique pas dès le 1er janvier de l'année. Et c'est ce qui s'est passé en 2021. La Commission européenne avait validé ce rehaussement du taux de 25% au mois de mai. Et donc, du coup, tous les versements qui étaient, enfin, toutes les souscriptions au capital avant le 9 mai, c'était du coup ouvrait droit à une réduction d'impôt de 18%. Et à partir du 9 mai 2021, c'était 25%. Alors, l'État français a voulu anticiper et voter ce rehaussement dès la première loi de finances rectificative pour 2021, qui avait été publiée en juillet 2021. Et l'idée, c'était d'espérer en tout cas un retour, une validation de la Commission européenne avant la fin de l'année 2021. Bon, aujourd'hui, on est le 25 janvier, la Commission européenne n'a toujours pas statué. Donc, à date, on retombe au taux de 18%, mais aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que la Commission européenne va statuer. Donc, aujourd'hui, toutes les souscriptions de capital, on sait que, aujourd'hui, on est au taux de 18%, et jusqu'à la décision de la Commission européenne, on devrait donc du coup pouvoir majorer ce taux à 25%, et jusqu'au 31 décembre 2022. Mais à date, en tout cas, c'est toujours 18%. Alors, une autre mesure qu'on voulait évoquer, c'est le crédit d'impôt service à la personne. C'est pareil, ce n'est pas un dispositif nouveau, c'est un avantage qui existe et qui permet à toute personne qui bénéficie de services à domicile de bénéficier de crédit d'impôt. Alors,
Ce crédit d'impôt-là, il était limité à des services qui étaient rendus au domicile du contribuable. Donc, au domicile, vraiment, dans l'enceinte du domicile. Donc, il s'agissait par exemple, des gardes d'enfants, des travaux de jardinage, ménager, de soutien scolaire. Et ce crédit d'impôt permet d'obtenir, toutes ces dépenses permettent d'obtenir une réduction d'impôt, un crédit d'impôt de 50% des rémunérations qui ont été versées. Alors, c'est limité à 12 000 € ou 20 000 €. En général, 20 000 €, ce sont les personnes, c'est lorsque dans le foyer fiscal, il y a une personne qui bénéficie, par exemple, d'une pension d'invalidité. Alors, il y avait une tolérance administrative qui permettait de tenir compte, au-delà des dépenses, au-delà des services rendus au domicile, il y avait une tolérance administrative qui permettait aussi de tenir compte de prestations qui sont réalisées en dehors du domicile, mais qui se rattachent globalement à des services rendus à l'intérieur du domicile. Simplement parce que ce crédit d'impôt, il est prévu par une disposition du Code général des impôts. Et le Code général des impôts faisait un renvoi en fait à une disposition du Code du travail. Et le Code du travail évoquait et des services rendus à l'intérieur du domicile et des services rendus à l'extérieur. Donc, du coup, il y avait une tolérance qui permettait de tenir compte de toutes ces prestations réalisées en dehors. Et puis, le 30 novembre 2020, le Conseil d'État a tout simplement annulé cette doctrine administrative et a donc cantonné ce crédit d'impôt uniquement pour les services rendus à l'intérieur du domicile, même si le ministre chargé des comptes publics avait publié un communiqué de presse en disant exceptionnellement pour les impositions sur le revenu 2020, vous pouvez bénéficier de la tolérance administrative. Bon, il y a eu donc du coup énormément d'échanges et puis surtout une discordance entre la position du juge et puis la position de l'administration fiscale. Et donc du coup, la loi de finances pour 2022, elle a décidé de légaliser la position finalement de l'administration fiscale, donc en intégrant désormais dans la loi la possibilité d'intégrer les prestations qui sont réalisées à l'intérieur du domicile et les prestations qui sont réalisées à l'extérieur, mais qui se rattachent en fait à une offre globale qui se rattache du coup à tous ces services qui sont rendus à l'intérieur du domicile. Donc maintenant, c'est légalisé et on a une liste qui est clairement définie dans la loi de toutes les prestations dont on peut tenir compte pour le calcul du crédit d'impôt. Et donc, il y a la liste, c'est par exemple l'accompagnement des enfants donc du coup à l'école. Ça peut être aussi conduire des personnes âgées ou handicapées pour réaliser un certain nombre de démarches administratives, pour les emmener en promenade, pour tous les déplacements qui sont à l'extérieur du domicile. Ça peut être aussi des livraisons de courses à domicile. Bref, on a vraiment une liste de prestations qui peuvent être tenues compte dans le cadre du calcul du crédit d'impôt. Et dernier point qu'on voulait évoquer, alors donc du coup, ce n'est pas du tout issu de la loi de finances pour 2022, mais c'est un rappel, c'est de l'actualité. C'est la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation. Donc, la taxe d'habitation est supprimée progressivement depuis 2018. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 80% des foyers fiscaux qui ne payent plus de taxe d'habitation sur leur résidence principale. Et donc, du coup, on devrait avoir un allègement de 65% pour les 20% qui restent, un allègement de 65% du coup de la taxe d'habitation. En tout cas, en 2023, plus aucun contribuable français ne devrait payer de taxe d'habitation sur sa résidence principale. Donc, il y aura toujours la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et donc, du coup, suppression sur la résidence principale. Donc, en 2023, normalement, on devrait avoir une suppression totale. Pour toutes les personnes qui ont opté pour le paiement mensualisé, il est possible, du coup, de se connecter sur son espace personnel impôts.gouv pour, du coup, adapter le montant des mensualités. Merci Ramata donc, pour cette présentation de la fiscalité donc, par les particuliers. Écoutez, je crois qu'on est en termes de planning parfait puisque nous venons donc de finaliser notre présentation donc, de loi de finances. Donc, je tenais donc là à remercier tous les participants donc, de tous les bureaux GDR Creative pour cette participation. Donc, merci à tous.
Et donc là, je vais donc repasser donc la parole à François Gégard pour la suite de notre soirée. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup Cécile pour l'animation de cette réunion. Peut-être qu'on a un petit temps d'abord je salue Gilles Carès qui est arrivé et qui est avec nous.